T'es prêt, Tanguy David? Oui. C'est un prénom composé, on est d'accord? Ah non. Mon prénom c'est Tanguy et mon nom David. Ah bon? Bah oui. Ah, ok, mais moi je t'appelais Tanguy David, je croyais que c'était un prénom Ah non, pas composé. du tout. Non, mon nom c'est David. Pardon. Non, Comment ça va, Tanguy? Ça va très bien, merci beaucoup. Bon, ravi de t'accueillir en interview chez Zira pour venir à ta rencontre, apprendre à te connaître. Tanguy David, tu es étudiant en droit à l'université de Caen. Tu Absolument. t'es fait connaître du grand public en 2021 pour être un des soutiens et partisans notamment d'Éric Zemmour du parti Reconquête. Tu as annoncé quitter son parti en mars 2022 avant de te diriger vers celui de Marine Le Pen, donc le Rassemblement national. Exactement. Ensemble, on va parler histoire de vie, politique aussi certainement. On va aborder des sujets simplement. Voilà, je te l'ai dit. Oui. On va parler comme si on était dans un salon. On n'est pas sur un plateau politique ici. Ça va changer. Ça va changer. Et ça te fait du bien, ce changement? Oui, c'est bien. Il y a beaucoup de, surtout avec la situation à laquelle les Français sont confrontés actuellement, il y a une espèce de tension qui s'est installée dans le pays. C'est bien de pouvoir échanger simplement sur différents sujets qui peuvent, je le crois, intéresser et passionner tout le monde. Parle-moi de toi, Tanguy David, dans un premier temps. Parle-moi de toi, ton histoire, tes origines, où est-ce que tu es né? Faites bien de mentionner ça parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup à la fois débat et polémique depuis quelques années maintenant pour les personnes qui me suivent et celles qui me détestent à la fois. Moi, je suis né le 5 octobre 2003 à Bamako, donc la capitale du Mali, et j'ai été adopté à l'âge de 3 mois. Et je vis en Normandie, donc précisément à Caen, depuis cet âge-là. Donc moi, le seul pays que j'ai connu et dans lequel je vis depuis toujours, c'est donc la France, puisqu'aussi loin que mes souvenirs remontent, ils sont ici. Et puis j'ai toujours été, une fois collège, puis au lycée, un élève passionné par tout ce qui relevait de l'histoire, de la géographie aussi, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Et je continue quand même de m'adonner à certaines passions, notamment une passion qui est celle pour l'aviation, dont je ne parle pas beaucoup, mais de base, j'avais pour ambition d'être pilote d'avion quand j'étais plus jeune. Est-ce que tu connais ton histoire, Tanguy David? Est-ce que tu connais ton histoire, celle qui précède ton adoption à l'âge de 3 mois? Est-ce que tu connais l'histoire de tes parents? Est-ce que tu connais l'histoire de Bamako? Alors non, de mes parents biologiques, non. Nous avions tenté de faire des recherches pour trouver mes parents biologiques, naturellement, mais ces recherches n'avaient pas abouti. Je ne le vis pas mal, je ne le vis pas comme un abandon, puisque pour moi, les parents, ce sont avant tout ceux qui vous élèvent, plus encore que ceux qui vous font. C'est ça qui est important. Ce sont mes parents qui m'ont inculqué des valeurs, ce sont des parents qui m'ont aidé à grandir, qui m'ont aidé à me développer, et auxquels j'ai toujours été attaché. Donc je ne l'ai pas mal vécu. Certes, c'est dommage parce que bon, quand on est plus jeune, en tout cas plus jeune, je me posais parfois des questions. Je me demandais forcément, naturellement, qui étaient mes parents biologiques. Est-ce que mes parents savaient quelque chose? Mais ça ne m'a jamais plus perturbé que ça. Et en vieillissant, de moins en moins, et aujourd'hui, plus du tout. Mais est-ce que, enfant, t'es passé par l'étape à te demander pourquoi tes parents avaient souhaité te confier à une autre famille? Pourquoi ils ont voulu t'abandonner? Oui. Est-ce que c'est un sujet dont tu parlais sans tabou avec ta famille adoptive, avec tes parents? Plus jeune, c'est un sujet qui était difficile pour moi. Plus jeune, c'était un sujet qui était compliqué, c'était un sujet de crispation pour moi, voilà, tabou. Donc non, j'en parlais pas beaucoup. C'est pas un sujet que j'abordais comme ça avec mes parents. Je leur avais une fois, il me semble, précisément à mon père, posé la question une fois. Oui. Et non, effectivement, il ne savait rien, voilà. Et puis il n'aurait eu aucun intérêt à me cacher quoi que ce soit. Et donc voilà, je suis passé à autre chose tout simplement. Mais j'avais pendant un temps, oui, c'est vrai, beaucoup plus jeune, des questions qui se posaient naturellement. C'est normal. Ouais. On a envie de savoir d'où on vient, comment telle ou telle chose est arrivée, et je me posais aussi des questions naturellement. Et tes parents adoptifs, qui sont tes parents, est-ce qu'ils répondaient à tes questions? Oui, absolument. Ils ont toujours été très attentifs à ça, très à l'écoute, et ça s'est toujours très bien passé. Voilà. En tout cas, j'ai eu les réponses que je souhaitais. Ils t'ont raconté un petit peu dans quel cadre tu avais été adopté quand ils sont venus au Mali? Pourquoi aussi ils ont souhaité adopter un enfant au Mali? Absolument. Eh bien, pour eux, c'était un acte d'amour. C'est pour ça que mes parents, je pense, sont des gens très très bien. Moi, je suis admiratif de ça parce que l'adoption, ça se fait pas à la légère. Ça demande beaucoup de procédures. Il y a des vérifications qui se font, il y a des procédures, tout ça on vérifie, tout ça. Enfin, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut vraiment le vouloir. Et donc, ils ont choisi d'accomplir cet acte d'amour et d'aller me concernant en plus me sauver puisqu'en plus j'étais malade à la base. Qu'est-ce que t'avais? Et donc j'avais une maladie dont j'ai oublié le nom et donc voilà, j'ai pu être soigné en France en arrivant en France et mes parents sans eux je ne pourrais pas être là et ça je leur en serais évidemment éternellement reconnaissant naturellement. Est-ce que certains te faisaient sentir la différence, qu'à leurs yeux en tout cas t'étais différent d'être un enfant noir avec des parents blancs? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as été confronté, le regard des autres, et qu'est-ce que tu te disais de la tête de l'enfant que tu étais?
Eh bien oui, c'est arrivé. Ma mère me racontait notamment lorsqu'elle allait, par exemple, à l'école, nous porter, ma sœur et moi, ma sœur qui est arrivée en 2007, ma petite sœur, parfois il y a des gens qui demandaient à ma mère, mais est-ce qu'il parle bien le français? On était des gamins, hein, je veux dire, on était extrêmement jeunes. Voilà, il y a des gens qui avaient ce genre de questions à poser. Et puis moi-même, bon, le racisme, c'est quelque chose que j'ai connu, qui m'a jamais déstabilisé pour autant, mais que j'ai connu malheureusement, comme beaucoup de personnes qui partagent la même couleur de peau que la mienne, je crois. C'est quoi le racisme? Le racisme, je pense que c'est une forme de bêtise, avant tout une forme peut-être, je ne sais pas, de peur des personnes qui sont différentes. C'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Je ne sais pas comment on peut détester une personne ou essayer de la faire se sentir différente, simplement parce qu'il y a pour moi ce qui n'est qu'une infime différence finalement, qui est la couleur de peau. Je veux dire, personne ne choisit ça. Et ce n'est pas quelque chose de fondamental, de majeur dans une vie, la couleur de peau. Ce n'est rien. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est quelque chose d'insignifiant. Et j'ai du mal à comprendre que quelqu'un puisse vous détester ou vous rejeter pour cette différence. C'est la journaliste et réalisatrice et auteure Rokhaya Diallo qui m'expliquait ce qu'était le racisme systémique. Oui. Elle m'expliquait vraiment la notion de systémique que j'avais pas véritablement perçue, et grâce à elle aujourd'hui je sais ce que c'est. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as ressenti, le racisme systémique? En fait c'est du racisme mais qui est ancré dans les gens, dans l'ADN des gens, malgré eux, de par la société. Eh bien, non. Moi, je n'ai pas vécu de racisme systémique, je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas que ça n'existe pas. Il y a peut-être des milieux de racisme systémique, ça je ne peux pas le nier, puisqu'il y a des gens qui l'ont vécu dans leur chair, qui l'ont ressenti, et je ne me permettrai pas de nier ce qu'elles ont pu ressentir ou vivre, ou plutôt subir. Mais je ne crois pas qu'il y ait, dans la société française, une sorte de racisme systémique qui serait mise en place, ou ce genre de choses. J'ai du mal à y croire, pour ne pas dire que je n'y crois pas. Et moi, personnellement, je n'ai pas été victime de racisme systémique. Je ne dirais pas cela. Il y a des gens qui sont bêtes, il y en a partout malheureusement, mais il n'y a pas toute une chaîne. J'ai pas été confronté jour après jour, mois après mois et année après année à des gens systématiquement racistes, etc. Je veux dire, j'ai parfaitement compris qu'on pouvait aussi me dire non ou ne pas m'aimer juste pour mes idées, parce que ceci ou parce que cela. Bien sûr, mais le racisme systémique, c'est quoi? C'est si tu veux chercher un coiffeur et qu'un coiffeur n'est pas capable de traiter des cheveux afro, on est dans du racisme systémique. Si tu dois te faire maquiller et que la maquilleuse n'a pas la couleur de ton teint pour les peaux noires, on est dans du racisme systémique. Oui, c'est sûr que bon, ce serait normal que tout le monde puisse avoir accès à ces services, ça me paraît normal. Donc effectivement, ça pose problème. Mais de là à penser que ce serait quelque chose de généralisé, voire de mondialisé, je n'y crois pas. Et moi, personnellement, je refuse de me placer dans une position qui serait une position victimaire et de dire finalement, si on me refuse quelque chose, ou si je n'arrive pas à faire quelque chose, c'est forcément ma couleur de peau. Ça, je refuse de me placer dans cette position où... Pourquoi tu refuses ça, Tanguy David? Pourquoi tu refuses de te dire, à cause de ma couleur de peau, j'ai moins accès à certaines opportunités, par exemple? Parce que ce serait de la facilité. Par exemple... Mais est-ce que c'est pas le cas? Non, je vais avoir des examens là, dans quelques jours justement à la fac. Si jamais je les rate, je ne pourrais pas me permettre de dire c'est parce que je suis noir et j'ai mal été noté. Je veux dire, je ne peux pas me mettre dans une position victimaire et considérer que ma couleur serait forcément la cause de tout échec. Ce n'est pas possible. Peut-être que je ne suis pas capable, peut-être que je ne me suis pas donné à fond, peut-être que je n'en ai pas les capacités. Il y a plein de raisons qui sont possibles. Mais alors pourquoi il y a énormément aujourd'hui de discrimination dans le travail? C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Qui sont pas contestables hein, d'ailleurs, hein, je ne les conteste pas. Ce sont des chiffres tangibles, factuels, qui montrent, qui prouvent que les personnes noires, que les personnes racisées ont moins accès à des opportunités professionnelles. C'est vrai et c'est un problème, bien évidemment. Mais moi personnellement, puisque c'est sous ce prisme-là que vous m'avez posé la question, moi personnellement, je n'en ai pas été victime. Mais je comprends, il y a des gens qui en sont victimes, et quand c'est le cas, je pense que ça doit être puni, et d'ailleurs notre loi est bien faite puisqu'elle le permet. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose de général. J'ai du mal à imaginer que la société française puisse être une société dans laquelle le racisme serait largement diffusé. Des racismes, il y en a partout, mais je ne crois pas qu'il y ait de racisme systémique, en tout cas spécialement en France. Toi, tu en as déjà souffert du racisme? Oui, bien sûr, évidemment. Et je continue à penser que le racisme est une... Je ne sais pas comment le dire sans le dire vulgairement, voilà, mais le racisme... Oh, tu peux parler simplement. Oui, mais le racisme, voilà, est une saloperie. Le racisme, c'est quelque chose dont on n'arrivera, je pense, jamais à se débarrasser, malheureusement. Il y aura toujours des gens bêtes, il y aura toujours des gens qui vous rejetteront pour votre couleur de peau ou pour ce que vous êtes, et je pense malheureusement que... C'est ce qui fait Éric Zemmour, rejeter des gens pour leur couleur de peau ou pour ce qu'ils sont, non ?
Je ne crois pas. C'est quelqu'un que je ne soutiens pas, mais je... Que tu as soutenu. Oui, mais que je ne soutiens pas, je le précise. Mais je ne crois pas que ce soit ce qu'il fait. Non, ce n'est pas vrai. Il ne parle pas de couleur de peau, lui. En fait, c'est pas quelque chose qui l'intéresse manifestement. Ah, c'est beaucoup plus insidieux, alors. Autour de lui, peut-être, j'en sais rien, je ne le sais pas. Peut-être que je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, ce n'est pas ce qu'il fait. Et aujourd'hui, la candidate, future candidate à la présidentielle que je soutiens, non plus. Voilà. Et heureusement. Mais sinon, ce ne sont pas des gens que je pourrais soutenir naturellement. Comment t'expliques que durant plus d'un an où tu es resté membre du parti d'Éric Zemmour, tu étais surnommé le noir derrière Zemmour, et comment tu prenais ce nom? C'est atroce, je trouve, cette qualification. Bah oui, ça c'est arrivé précisément à la fin. Voilà, c'est arrivé à la fin. Je veux dire, au début, ça s'est très très bien passé, même au début où j'ai pu être intégré avec d'autres personnes, d'autres militants. Ça se passait franchement très très bien, rien à dire. Et c'est à partir de la fin de la campagne, février, mars, que ça a commencé un peu à déraper avec certains militants ouvertement extrémistes et qui ont commencé à me donner ces surnoms-là. Alors, c'est en plus... Au sein même du parti d'Éric Zemmour Reconquête? Au sein même, plutôt autour, je dirais. Plutôt des gens qui gravitent autour, qui soutiennent sans soutenir, qui sont un peu... Bon, bah ça reste des partisans. Des marginaux, quoi. On va le dire, voilà, pas des gens majoritaires, hein. Très clairement, c'est une poignée de personnes. Hein, parmi, mais pourquoi tu les défends, ces gens, Tanguy David? Mais je ne les défends pas, justement. J'ai l'impression dans ton discours que tu les défends, que tu les excuses, tu vois. Tu dis, oh non, pas des gens du parti, mais des gens un petit peu autour, tu vois. Parce que c'est vrai. Et je ne vais pas... voilà. Moi, j'ai pas d'amertume. Donc, je ne vais pas mentir pour accabler des gens. Quand je dis que ce sont des gens qui étaient autour, des gens satellitaires, c'est vrai. Je ne vais pas dire que c'était des gens à l'intérieur, si ce n'est pas vrai. Alors, est-ce que tu es OK de dire que factuellement, chez les partisans de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, il y a plus de gens qui ont du mal avec les Noirs? Non. Que dans d'autres partis? Non, je ne crois pas. Ça dépend de chaque parti politique. Par exemple, il y a des partis politiques, vous avez des militants, je ne sais pas moi, de la France Insoumise ou d'autres partis politiques, donc plutôt d'extrême gauche, qui vont par exemple me qualifier de nègre de maison, qui vont par exemple se dire, lui il est noir donc il ne peut pas militer pour tel parti. Je pense que c'est une forme de racisme également, de considérer qu'une personne noire, parce qu'elle est noire, serait conditionnée à militer pour tel parti politique ou pour telles idées. C'est une forme de racisme aussi, ou plutôt de racialisme, à voir. Mais en tout cas, je pense que non, il n'y a pas cela que dans tel ou tel parti politique, malheureusement. Voilà, c'est un peu partout. C'est un sujet intéressant que j'aimerais creuser, d'ailleurs, oui, avec toi, Tanguy David. En effet, on a pu lire Tanguy David est raciste et noir. Tanguy David est noir et pourtant a toutes les idées d'un raciste. Soutenir Zemmour quand tu es noir, bizarre. Tanguy David, est-ce que c'est du racisme de dire qu'un noir ne peut pas être raciste? C'est juste un peu idiot, je veux dire, le racisme. N'importe qui peut le développer, il y a beaucoup de personnes qui le sont. Moi, il y a des personnes qui sont noires, justement, qui me traitent de nègre de maison. Il y a des personnes qui sont noires sur les réseaux sociaux, dans la rue ça arrive aussi, ou partout, qui me traitent de nègre de maison, de vendu, de bounty, de plein de mots comme ça. Bon, alors, ça m'atteint pas, moi, je m'en fous un peu, mais qui vont me traiter de ces noms-là, et qui sont ouvertement des racistes, et qui pourtant sont aussi noirs que moi, hein, et ça les empêche pas de dire ça. Donc non, il y a des personnes noires aussi qui peuvent être racistes. Le racisme, pardon, c'est pas inné à la couleur de peau d'une personne. Il n'y a pas que les blancs qui sont racistes. Je veux dire, il y a des noirs aussi qui sont racistes, bien sûr. Quand vous êtes noir et que vous considérez qu'un autre noir est un nègre de maison parce qu'il milite pour des idées qui ne sont pas les vôtres, bah vous êtes un raciste aussi. Est-ce que c'est du racisme, Tanguy David, de dire qu'un noir ne peut pas rejoindre le parti de Marine Le Pen ou le parti Reconquête d'Éric Zemmour? Dire qu'un noir ne peut pas rejoindre un parti parce qu'il est noir, oui, c'est du racisme, bien sûr. Parce que vous voulez le conditionner dans un parti politique ou dans une idéologie qui ne va pas forcément lui correspondre, simplement en raison de la couleur de sa peau. Couleur de la peau qui, je le rappelle, est quelque chose d'insignifiant. Donc je pense que oui, c'est une forme de racisme, bien sûr. Toi, tu penses qu'un homme noir peut rejeter d'autres hommes noirs? Ça existe, mais la preuve, je vous l'ai dit. Moi, il y a plein de personnes, il y en a hein, des gens qui sont noirs aussi, qui me le disent ouvertement, qui me disent « t'es un nègre de maison, t'es pas avec nous, machin, etc. Tu nous fais honte, comme si je représentais qui que ce soit. » Enfin, je veux dire, ça arrive très souvent. Un noir peut rejeter des blancs? Ça existe aussi. Ça existe aussi, bien sûr. Ça existe aussi, il y a des personnes qui sont noires. Vous faites bien de me dire ça, il y a quelques jours, il y a eu une espèce de polémique sur Twitter, nouvellement X, depuis son rachat par Elon Musk, une personne qui disait, je cite, une personne noire qui disait qu'elle détestait les blancs, et je cite, elle disait surtout les femmes blanches, elle disait elle supportait pas les blancs, machin, etc. Elle s'est fait signaler, j'ai moi-même signalé pour son compte soit banni d'ailleurs, et ça s'appelle du racisme, ça, voilà, du racisme, alors il y en a qui disent du racisme anti-blanc, moi j'appelle ça du racisme tout court. Voilà, à partir du moment où vous excluez une personne, ou que vous manifestez une hostilité à l'égard d'une personne pour sa couleur de peau,
Vous êtes raciste, voilà tout. Alors pourquoi ça choque la plupart des gens que tu sois un homme noir et que tu sois au Rassemblement national? Eh bien, je pense que c'est parce qu'il y a une image qui est biaisée, qui est renvoyée des images du Rassemblement national. Il y a une image qui est biaisée, je pense. Il y a beaucoup de gens, peut-être encore, qui se disent que ce serait un parti raciste, fasciste ou que sais-je encore, et qui donc se disent, parce que si c'était vrai, effectivement, ce serait un peu bizarre. Voilà, ça je peux le comprendre. Et je pense que malheureusement, il y a encore pas mal de gens qui imaginent ça et qui se disent, bah, du coup, le gars, il rejoint un parti qui souhaite lui faire du mal. Il y a sans doute des gens qui se disent ça. Le Rassemblement national n'est pas un parti qui se base sur la couleur de la peau des personnes ou sur leurs origines. Ça n'intéresse pas le Rassemblement national. Quand le Rassemblement national, par exemple, parle d'expulsion de délinquants et criminels étrangers, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Tanguy, si Marine Le Pen est présidente de la République, tu seras expulsé. » Je suis de nationalité française. Donc si je commets un crime ou un délit, j'irai en prison en France. C'est quand même pas compliqué de comprendre que le Rassemblement national soit expulsé vers les pays dont ils détiennent la nationalité, les personnes qui commettent un crime ou un délit. Alors, je veux dire, c'est aussi simple que ça. J'entends, mais dans le discours du Rassemblement national, il y a cette volonté de vouloir différencier, exclure et faire croire que les violeurs, les agresseurs sont des personnes racisées. À quel moment? Régulièrement. Non. Dans le discours de Marine Le Pen, dans le discours du Rassemblement national, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, souvent. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des gens qui entendent ce qu'ils ont envie d'entendre pour pouvoir ensuite chercher à détester le Rassemblement national et pas que, ou d'autres partis politiques. Il y en a qui le font aussi avec la gauche, qui leur prêtent des idées qui ne sont pas les leurs. Le Rassemblement national, justement, n'emploie d'ailleurs jamais le terme de racisé, et le Rassemblement national, encore une fois, ne s'attaque pas aux couleurs de peau. Je veux dire, dans les discours de Marine Le Pen, de M. Bardella ou d'autres, vous ne retrouvez pas ça. C'est pas je me permets de te donner un exemple. Si le violeur des viols de Mazan s'appelait Mustapha, oui. Je suis persuadé que Marine Le Pen, Jordan Bardella, Marion Maréchal Le Pen, qui tu veux, serait en boucle H24. Ce serait sur CNews du matin au soir. Et donc je les entends pas beaucoup parler des viols de Mazan. Moi, j'ai vu Jordan Bardella rendre hommage justement à Madame Pellicot. Combien de fois? Pas vous? Combien de fois? Une fois, je crois. Une fois, mais voilà. Parce que vous lui demandez de le faire. Mais si le violeur de Mazan s'appelait Mustapha, combien de fois on l'aurait entendu? Bien sûr, c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'on les entend pas. On les entend, je viens de vous le dire. Monsieur Bardella a parlé justement de l'affaire affreuse, d'ailleurs, tant qu'on en parle, des viols de Mazan. Et je ne vois pas pourquoi le Rassemblement national aurait plus de mal à dénoncer des crimes s'ils sont commis par des Blancs que s'ils sont commis par des Noirs. Je veux dire, un criminel est un criminel, quelle que soit la couleur de sa peau, sa nationalité ou son origine. Parce qu'ils pensent que la plupart des criminels sont racisés. Non. En tout cas, ce n'est pas forcément le cas. Je veux dire, un criminel, pour moi, est un criminel. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je viens de vous le dire, racisé ou non, un criminel est un criminel. Mais il doit être condamné. Nous avons des lois qui le permettent. Mais pour le coup, toi, t'es très strict dans tes positions sur l'immigration. Ça dépend ce que vous entendez par strict. Alors, quelles sont tes positions sur l'immigration? Bon, eh bien écoutez, moi je pense que l'immigration... Tu peux me tutoyer, hein. L'immigration dont je suis moi-même issu, donc, l'immigration, écoutez, moi je pense que les personnes qui partent ne le font pas par plaisir, première chose. Donc moi je n'aime pas les personnes qui disent que les immigrés viendraient soi-disant uniquement pour profiter, uniquement pour voler, machin, etc. Ce n'est pas vrai. Quand on s'apprête à traverser la mer Méditerranée ou n'importe quel courant d'eau ou prendre tous les risques du monde pour venir en espérant trouver une vie meilleure, on le fait au péril de sa vie. Et les gens qui traversent le savent. Donc je pense que ceux qui viennent ne prennent pas cette décision à la légère. Ils partent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de partir. Voilà. Et donc, je pense que si on veut accueillir des personnes, il faut que ce soit fait dignement, chose dont nous ne sommes pas capables pour le moment, nous le voyons bien. Et je considère que l'immigration doit être davantage contrôlée. Voilà tout. Je ne suis pas pour l'immigration zéro, et de toute façon, c'est impossible. Mais je suis pour que l'immigration soit de toute façon contrôlée, tout simplement. Contrôlée de quelle façon? Ça veut dire que les gens ne puissent pas, qu'on contrôle, que les gens ne puissent pas rentrer illégalement d'une manière abondante, comme c'est le cas actuellement, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Comme c'est le cas de quelle façon, par exemple? Comment ça, de quelle façon? De quelle façon l'immigration se passe dans notre pays? Vous avez le système des passeurs, qui est un système d'ailleurs ouvertement criminel, où vous avez des gens qui se font payer pour faire traverser des familles. On l'a vu dans la Manche, il y a beaucoup de gens qui se noient à chaque fois, etc. Il y a beaucoup de drames comme ça en ce moment. Et ça, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça te fait de voir ces images? Ben, je dis que c'est un drame, moi. Je dis que c'est un drame. De les voir mourir en pleine mer? Eh ben oui, moi je dis que c'est un drame, justement. Je dis que c'est un drame parce qu'on parle justement... Mais faut les renvoyer chez eux, ces gens-là? Non, justement, je dis qu'il faut justement aider au développement peut-être aussi de leur pays. C'est ce que je dis. Il y a peut-être quelque chose à voir de ce côté-là. Il y a peut-être une question aussi de politique étrangère. En faisant quoi? En pillant leurs ressources?
Mais non, je viens de vous dire qu'il fallait aider ces pays à se développer, pas à les piller. Ouais, je viens de vous dire l'inverse, précisément. Oui, je sais, Tanguy David, mais après, tout dépend comment les dirigeants, les milliardaires Oui, mais vous avez vu que nous avons comme dirigeants aider. pour le moment, donc pour l'instant, c'est compliqué. Mais je non, pense mais si que... aider, c'est piller, comment on les aide? Justement, non, aider, ce n'est pas piller, c'est ce que je vous dis. Okay. Qu'il faudrait changer de politique étrangère, c'est ce que je vous dis, justement. Donc tu es d'accord, par exemple, avec Louis Boyard, qui dit que le patron de Cyril Hanouna pille le Sénégal, par exemple? Non, je ne suis pas d'accord. Ah, t'es pas d'accord avec ça? Je suis pas d'accord avec Monsieur Boyard qui critique Monsieur Bolloré, dont il a été l'employé d'ailleurs, et qui n'a pas été dérangé de venir travailler sur le plateau de Cyril Hanouna en tant que chroniqueur pendant des mois et des mois. Ça ne l'a pas dérangé d'être son salarié. Je trouve que c'est un peu facile ensuite de venir cracher dans la main qui vous a nourri. Mais par contre, ensuite, aller dire que ceux qui vont avec Bolloré seraient tous des salauds, machin, etc., alors que toi-même t'en as fait partie... Bon, c'est un peu culotté. Je crois qu'il y a d'ailleurs un procès, il me semble. Je crois qu'il y a eu une affaire judiciaire à propos de ce que vous évoquez, le Sénégal, etc. Et M. Bolloré, je ne sais pas ce que ça a donné, je ne l'ai pas suivi. Mais voilà, ça c'est à la justice de le décider. S'il considère qu'il y a des pratiques qui sont illégales, la justice fera son travail. Louis Boyard a parfaitement le droit, c'est en plus un élu de la République, de dénoncer ces pratiques illégales s'il les voit. Mais par contre, dénoncer les personnes qui se rendent sur le plateau, je dis bien de Cyril Hanouna, c'est un peu gonflé de sa part. Qu'est-ce qui est gonflé, par exemple, dans son discours? Dans ce discours-là, précisément, je dis que ce qui est gonflé, c'est comme si moi, demain, je disais, franchement, vous vous rendez compte, vous allez parler avec Sam Zira, c'est vraiment terrible, c'est scandaleux. On va me dire, t'étais où il y a 2 semaines? T'y étais aussi. Je veux dire, c'est absolument ridicule. C'est ça que je trouve un peu bizarre. Je trouve ça un peu particulier, mais je ne suis pas surpris. Ok. Voilà, je trouve ça un peu spécial. Ça te saoule que perpétuellement la plupart des personnes te ramènent ta couleur de peau et l'opposent au parti pour lequel tu es partisan, le RN? Oui, moi je préférais qu'on parle d'idées, je préférais qu'on parle de ce qui intéresse réellement les Français, je préférais qu'on parle de pouvoir d'achat, qu'on parle de social, contrairement à ce qu'on pourrait penser de moi, pas spécialement d'immigration, c'est pas mon sujet phare, vraiment pas. Donc moi je pense qu'il y a des sujets intéressants, et surtout en ce moment, on a vu la situation politique qui est complètement bloquée, je pense qu'il y a des sujets qui sont importants, et la couleur de peau, franchement, c'est le dernier des sujets, pour pas dire un non-sujet, quoi. C'est pas intéressant. Pourquoi le Rassemblement National, selon toi, n'est pas un parti raciste? C'est ce que tu dis. Oui, absolument. Le Rassemblement National, moi je voudrais plutôt, vous voyez, que de prendre la question par le parti, je voudrais parler des électeurs. Vous voyez, les électeurs du Rassemblement National ont été 11 millions lors des dernières élections législatives. Bon. Je pense que ce sont des gens qui sont raisonnables, ce sont des gens comme vous et moi, ce sont des gens qui sont instruits, ce sont des gens qui connaissent, à mon avis, le Rassemblement National, ils savent pour qui et pourquoi ils votent, et donc moi je pense que n'importe qui d'un minimum raisonnable ne voterait pas pour des racistes. Mais est-ce que n'importe qui, un minimum raisonnable, voterait pour un parti fondé par des SS? Moi je pense que les gens sont raisonnables, je pense qu'ils ont lu le programme du Rassemblement National qui est accessible, et je pense que les gens sont convaincus, parce que ce qui est important, c'est le programme du parti. C'est ça qui est important. Oui, mais là tu réponds pas à ma question sur si. le fondement SS. Mes réponses m'appartiennent, mais c'est le programme qui est intéressant, je pense, du Rassemblement National, parce que le Rassemblement National... L'histoire n'est pas intéressante? Si, c'est un parti qui est intéressant parce que c'est un parti d'avenir, c'est un parti qui aspire à gouverner la France, pas un simple passeur d'idées. Mais un avenir construit sur les fondateurs de mouvement SS. Non, c'est un parti qui, à mon avis, souhaite voilà, gouverner le pays. Et je pense que c'est important de savoir ce que le Rassemblement National fera s'il arrive au pouvoir. Mais en fait, c'est peut-être ça le problème. En fait, c'est au pouvoir. Bah non, c'est le fondement, c'est d'où ça vient, c'est comment ça a été créé, par qui. Et en fait, est-ce que le Rassemblement National arrivera un jour à sortir la tête de l'eau? Est-ce qu'il ne sera pas toujours ramené à ses fondateurs? Le Rassemblement National a 52 ans maintenant, donc je pense qu'on en est loin quand même de ce que vous évoquez. Alors dans ce cas, est-ce qu'il n'est pas plus simple de dire bah oui, c'est vrai, ça a été fondé par des Waffle SS, c'est dramatique, mais il faut passer à autre chose. Il faut rappeler que Marine Le Pen elle-même a rompu avec son propre père. Voilà, Jean-Marie Le Pen. Jordan Bardella avait lui-même reconnu que Jean-Marie Le Pen avait tenu des propos éminemment antisémites et qu'il avait été expulsé du Rassemblement National. Ils ont du mal à admettre quand même. Ah non. Quand ils sont sur les plateaux télé, c'est fait de façon très timide. J'ai jamais vu Tanguy David, Jordan Bardella ou Marine Le Pen dire ce que mon père ou ce que Jean-Marie Le Pen a fait est inacceptable, est honteux. Et bien pourtant, Marine Le Pen, à plusieurs reprises, et c'est elle-même à l'époque qui avait convoqué le conseil qui a permis l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front National, c'est elle qui l'a fait. Elle a rompu politiquement et totalement avec son propre père, dont elle a dénoncé les dérapages plus d'une fois. Donc voilà, et puis Jordan Bardella lui-même est sur une ligne totalement différente. Donc je pense que
tout ce passé est très très loin maintenant. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que le Rassemblement national n'en parle pas. Ça n'a pas d'intérêt de parler de ça, ça n'a aucun intérêt. C'est un parti qui a vocation à gouverner la France. Je veux dire, c'est pas intéressant de savoir ce que le Rassemblement national pense de... si le Rassemblement national fait des réflexions... C'est important de savoir ce qu'il propose aux Français. Quand on a 11 millions d'électeurs, on s'intéresse à ce qu'on va faire pour le peuple français. Et c'est ce qu'attendent les Français, je crois, du Rassemblement national. Tu la connais, Marine Le Pen? Non. Tu connais Jordan Bardella? Non plus. Ah, tu les connais pas personnellement? Non, non. Alors, il y a des personnes, moi, que je connais qui le connaissent, apparemment, mais bon, je le connais pas. Ok. Et vous vous êtes parlé, vous vous êtes écrit quand tu es passé, par exemple, de Reconquête au Rassemblement national? Non, pas du tout. Non, du tout. Non, ni l'un, ni à l'un, ni à l'autre. Tu la soutiens, Marine Le Pen, face au procès qu'elle est en train de vivre actuellement? Elle pourrait avoir une éligibilité parlementaire. Oui, j'ai vu ça, oui. Oui, j'ai suivi. Et a priori, ce serait le cas. Hein. A priori, ce sont des réquisitions. Bien sûr. Des réquisitions, on verra. Alors, la loi Sapin 2 de 2016, je crois, rend l'inéligibilité automatique. Je crois que c'est cette loi-là précisément. Mais Madame Le Pen, oui, a été jugée dans le cadre du procès des assistants parlementaires. Bon, j'ai lu la plaidoirie de son avocat, maître Rodolphe Boslu, qui est un avocat de talent d'ailleurs. Je pense que Marine Le Pen sera acquittée. On verra, mais je pense que Marine Le Pen sera acquittée. J'ai vu et j'ai lu le compte-rendu, j'ai vu qu'une des procureurs avait notamment dit, pas Marine Le Pen précisément, mais à l'un des autres prévenus, je cite, « Je n'ai rien pour vous poursuivre et ça me fait mal ». Bon, voilà, ça les embête un peu. Il y en a qui aimeraient bien poursuivre alors qu'il n'y a manifestement pas d'éléments matériels pour poursuivre. On verra ce que la justice décide. Moi, j'ai confiance en la justice de notre pays et je pense que Marine Le Pen est totalement innocente. Voilà, je ne la crois pas capable de détourner de l'argent. Je veux dire, je n'y crois pas une seule seconde. Pourtant, il y en a beaucoup en politique, hein, a priori. Ah bah, oui, on en a des exemples. Oui, il y a des exemples. Hein. Il y a M. Cahuzac, qui avait socialiste, qui avait juré à l'Assemblée nationale, la main sur le cœur, qu'il n'avait jamais eu de compte en Suisse, etc. Et qui en avait. Vous en avez plein, oui, c'est sûr. Voilà. Mais je ne pense pas que Marine Le Pen fasse partie de cela. Je pense qu'elle est différente des politiques. Et si elle est inéligible pour 2027, je dis bien si, hein, c'est pas le cas au moment où on tourne, non. Mais est-ce que tu seras derrière Jordan Bardella? Est-ce qu'il a les épaules à son âge? Bah oui, moi je le pense. Je veux dire, Jordan Bardella s'était préparé déjà à devenir Premier ministre. J'ai lu son livre, très bien écrit d'ailleurs, contrairement à ce qu'en pensent les journalistes de Libération qui ont un peu de mal avec son livre, mais il faut le lire pour le comprendre. Et moi je pense que Jordan Bardella a les épaules pour pouvoir le faire, en tout cas pour être Premier ministre, président de la République, je n'en sais rien, on n'y est pas encore, Marine Le Pen n'est pas condamnée, je pense que ça n'arrivera pas, donc je ne me mets pas dans ce cas de figure pour tout vous dire, pour tout te dire. Mais donc je pense que Jordan Bardella, oui, a les capacités, Marine Le Pen elle-même l'avait dit, elle a les capacités d'être plus encore que Premier ministre, je pense. Pourquoi pas? Et toi, tu as des ambitions politiques? Moi, non. Enfin, moi, j'ai plus des ambitions pour mon pays que pour moi-même. Hein. Je veux dire, si je m'engage, c'est pas spécialement pour moi. Et d'ailleurs, ça me permet de soulever un point qui, je le crois, est fondamentalement intéressant. On m'a souvent dit que je militais contre mes propres intérêts. C'est-à-dire, ça voudrait dire quoi? Bah justement, je me pose la question. Souvent, on m'a dit, Tanguy, tu milites contre tes propres intérêts, tu milites pour des gens qui ne vont pas te faire de bien à toi personnellement. Mais j'ai envie de dire, peu importe, moi ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui va m'arriver à moi, c'est ce qui va se passer pour ce pays. C'est pour ça que je m'engage. C'est pas pour mon intérêt personnel. Voilà, moi je m'engage pour des gens qui vont changer radicalement, je crois, le pays et qui vont lui permettre de prendre une voie qui sera meilleure pour lui, pour son développement et pour son avenir, pour l'avenir de son peuple. Donc moi, ma personne individuellement, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc moi, je pense avant tout au collectif avant de penser à moi. Le RN est très souvent représenté, discuté sur le plateau de Cyril Hanouna, touche pas à mon poste, ce qui lui est beaucoup reproché d'ailleurs, oui. À l'animateur, accusé d'être un partisan, accusé de faire de la propagande, de militer pour le RN au travers de son émission Touche pas à mon poste. Tu le penses? Non, je ne le pense pas. Je pense que, tout simplement, quand on invite quelqu'un, encore faut-il qu'il réponde à l'invitation et qu'il vienne. Voilà, Cyril Hanouna l'a dit à plusieurs reprises, parfois il invite des personnalités de gauche, elles viennent pas. Il invite des personnalités du bord opposé, elles viennent, tant mieux pour elles. T'avais fait Touche pas à mon poste, toi? Oui, 4 fois, mais je veux dire... Et à chaque fois, c'était des bad buzz. Après, ça dépend ce qu'on entend par là, mais moi, peut-être parfois. Mais en tout cas, je vais le concéder. Peut-être parfois ça a été... mais en tout cas, moi j'ai toujours apprécié les moments que j'ai passés, sauf une fois. Il y a une intervention, il y a une fois où je regrette d'y avoir été. À laquelle? C'est la fois où on m'a demandé de me retrouver en face d'un type, d'un délinquant, hein, ouvertement, qui avait déjà commis des braquages, ce genre de choses. Je me demande ce qui m'est passé par la tête pour accepter un truc pareil, parce qu'il m'avait pris à partie une fois dans le métro.
Voilà, c'est ce genre de type qui me prend à partie dans le métro, me traitant de tous les noms, machin, etc. Et en fait, ce qui devait être un débat, ça a ressemblé un petit peu précisément à rien. C'est-à-dire que voilà, il s'est levé, il a un peu fait le kéké comme ça sur le plateau, tout le monde rigolait, machin. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était que ça se termine parce que je trouvais pas ça très intéressant en fait. C'était vraiment nul ce jour-là. J'ai pas vraiment compris le but de cette émission-là, ce jour-là. J'ai pas vraiment. Qu'est-ce que tu penses de la décision de l'Arcom? C'est 8 fermes le 28 février 2025. C'est une bonne chose, cette décision? Elle est compréhensible, légitime, non, lunaire? Elle est quoi? Elle est un petit peu lunaire, je trouve. Lunaire, même scandaleuse, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur emploi. C'est la première chose que je vois. Ça, c'est quelque chose qui est, je crois, très grave. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver foutus à la porte, très clairement, avec ça. Et je pense que si jamais c'est l'émission de Cyril Hanouna qui leur a posé problème, ils avaient qu'à, à mon avis, sanctionner peut-être une émission, mais pas sanctionner toute une chaîne, parce que sur C8, il n'y a pas que Touche pas à mon poste. Il y a plein d'autres émissions qui passent, et donc plein d'autres personnes qui travaillent derrière, c'est du travail, etc., c'est de la préparation. Et je pense que punir tout le monde comme ça d'un coup, c'est extrêmement arbitraire, et je regrette cette décision. Je la trouve scandaleuse, et moi, je soutiens C8. Mais c'est et le cas... Énergie 12 aussi, il me semble qu'il va être supprimé. Voilà, j'allais dire, c'est le cas aussi pour Énergie 12. Oui, absolument. Pourtant, on entend moins de discours pour sauver Énergie 12. Oui, et c'est regrettable, vous faites bien de le souligner, puisque Énergie 12 aussi est une chaîne qui est suivie par des personnes qui aiment regarder cette chaîne, et je ne comprends pas qu'Énergie 12 également n'ait plus le droit d'être diffusée sur la TNT. Enfin, je pense que la libre information est quelque chose d'important dans un pays comme la France. On ne peut pas, comme ça, d'un seul coup, décider que des chaînes ne répondent pas à je ne sais quels critères. Sauf si c'est le métier de ceux qui font ça. C'est le but de l'Arcom. Je veux dire, ils n'ont pas signé pour être ensemble dans la tombe, quoi. Oui, bien sûr. Pour être jusqu'en 2550 sur la TNT. Oui, d'ici là, mais je veux dire, bien sûr. Tout se termine un jour. Bien sûr, absolument. Mais là, je veux dire que c'est arbitraire, puisque Cyril Hanouna, ce qu'on lui reproche, c'est d'inviter des gens qui acceptent les invitations. Bon, alors, il a eu de multiples amendes. L'Arcom lui a demandé de cesser certaines pratiques plus d'une fois. Oui, il y a des pratiques qui sont contestables. Il y a quelques années qu'on a pu voir avec certains buzz, des pratiques avec des chroniqueurs, etc., qui sont tout à fait contestables, c'est pas faux, et que moi je n'approuve pas personnellement. La décision ne tombe pas du ciel, c'est certain. Mais je trouve tout de même que c'est assez dur, assez sévère. Voilà. Que de supprimer comme ça d'un seul coup 2 chaînes et de foutre aussi des milliers ou des centaines de personnes comme ça à la porte, qui vont se retrouver au passage sans job. Tu disais, Tanguy David, il y a quelques instants que ça t'arrivait d'être apostrophé dans le métro, par exemple. Moi, j'aimerais te montrer l'extrait d'une vidéo où tu rentres dans un taxi sur les Champs-Élysées. Oui. Voilà, et j'aimerais que tu m'expliques en fait ce qui s'est passé, parce que cette vidéo, elle est très furtive. Déjà, est-ce que tu acceptes de la revoir? Oui, bien sûr. T'acceptes? Ok, alors ça se passe là. Pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? Arrêtez de faire le bounty. D'accord? Le bounty. Arrêtez de faire le bounty. D'accord? Arrêtez de faire le bounty. C'est très violent, vu de l'extérieur, et quand bien même on n'est pas d'accord avec tes idées, moi je trouve que ça brise le cœur de voir un truc comme ça. J'en rigole aujourd'hui, mais l'intérieur c'est aussi très flippant, je peux vous le dire. Ouais. L'intérieur c'est assez impressionnant. Pourquoi ça t'arrive souvent, ça? Ça, c'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois, j'étais parti manger avec des amis ce soir-là, chose qui me semblait avoir le droit de faire, manifestement ce soir-là non. Et en sortant, il y a des personnes qui m'avaient manifestement repéré. Et moi, un peu naïf, je dois le reconnaître, des personnes qui m'avaient reconnu, beaucoup de jeunes notamment, tout ça, qui m'ont appelé, etc. Et moi, j'y vais, tout seul. Je décide d'aller. C'était tard le soir, je décide d'aller discuter avec eux, parce que moi j'aime bien discuter avec les gens, donc moi on m'appelle, je vais discuter, je suis là-dessus, c'est vrai que je devrais faire plus attention maintenant, en tout cas je suis plus prudent. Et donc je vais les voir, je discute avec, sauf que ça crée un attroupement, parce qu'il y a des gens qui arrivent, des gens qui arrivent. Au bout d'un moment, je repars dans le restaurant, parce que le patron avait bien vu qu'il y avait un problème, qu'il y avait un attroupement. Il me dit, si vous voulez, je vais vous faire sortir par un autre côté, etc. Donc je sors, etc. Manque de bol, il y en a un qui me voit sortir. J'arrive à m'installer dans la voiture, etc. J'appelle aussitôt la police, parce que je me suis dit ça va mal tourner cette histoire. Et voilà qu'ils montent, alors là, parce qu'ils n'ont pas filmé jusqu'au bout, mais ils montent après sur la voiture, etc. Enfin, carrément, j'ai jamais vu ça, des trucs de tarés, littéralement, pardon pour le vocabulaire. Mais c'est de l'ensauvagement pour toi? Le comportement, oui, c'est sûr. Monter sur une voiture pour taper dessus, oui, il ne faut pas être très net quand même. Je te pose la question parce que c'est un terme qui revient beaucoup au Rassemblement national et dans la bouche de Zemmour. Oui, ses propos lui appartiennent à lui, mais je veux dire, voilà, ça en fait partie, je pense. C'est pas normal que quelqu'un se fasse attaquer pour ses idées.
Ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Je veux dire, on est dans un pays sérieux. Je veux dire, en France, on devrait pouvoir exprimer ses idées, les avancer ouvertement, sans avoir une bande de cinglés comme on vient de voir. Hein. Encore une fois, pardon pour le terme, mais c'est littéralement ça, qui sautent sur une voiture, qui viennent, le chauffeur aussi au passage a paniqué, c'est compréhensible, qui viennent, qui crachent partout dans la voiture, qui vous insultent de tous les noms. Voilà, c'est juste un peu totalitaire comme méthode. Ils te disent quoi, ces gens-là? Oh, là, on les entend. Et ben, justement, ils me traitent de bounty. On les entend dans la vidéo. Ils me traitent de bounty. Et alors, sur d'autres vidéos... C'est quoi un bounty? Je sais pas. J'avais posé la question. Je me demandais, parce que quand même, au bout d'un moment, je me disais, quel est le rapport avec ce truc qui me semble être une barre chocolatée? Je me disais, je vois pas trop le rapport. Apparemment, ça veut dire, je crois, une personne noire qui adopte un comportement de blanc. Ce qui pour moi ne veut rien dire. Hein. Comportement de blanc, je ne sais pas ce que c'est. Comportement de noir non plus d'ailleurs. Il y a comportement, point. Mais apparemment, ce serait ça. Ce serait être noir et se comporter comme un blanc. Ce serait ça. Donc on me reprocherait de me comporter comme un blanc. Donc prendre le taxi comme je faisais ce jour-là, apparemment, ce serait se comporter comme un blanc. Ça te fait mal? J'aurais peut-être dû, je sais pas. Ça te fait mal, franchement, Tanguy David? Parce que là, tu fais le mec fort, tu parles, t'exprimes tes idées, etc. Bah oui, mais dans ton fort intérieur, quand tu te retrouves chez toi tout seul en pyjama le soir, non mais oui, est-ce que ça te fait mal, ce type d'action? Est-ce que tu en souffres? Est-ce que tu en as déjà pleuré? Non, pas non plus. Ce serait mentir que de vous dire ça. Non, et j'en ai pas eu peur non plus, puisque je me déplace seul, je prends les transports seul, le métro, le RER, ce que vous voulez seul. Je me méfie pas spécialement, et je me dis que s'il doit m'arriver quelque chose, ça arrivera, voilà, de toute façon. Donc c'est comme ça. Mais ça me fait pas Ça peur te blesse pour autant. pas? Me blesser, non. Ça t'attriste pas? Ça me renforce plutôt, parce que je me dis que je suis sur la bonne voie. Et il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris, ça encore, je crois. Moi, ça, plus ça se produit, et plus je me dis, il faut que je continue, je suis sur la bonne voie. Moi, je me dis qu'à partir du moment où des gens ne sont pas capables d'exprimer leur opposition autrement que par la violence vis-à-vis de moi ou d'autres personnes, c'est que vous avez touché quelque chose, c'est que vous avez atteint quelque chose. Quand on ne peut pas s'exprimer ou s'opposer autrement que par la violence, c'est que c'est le dernier recours, c'est que les arguments, vous n'en avez pas. Quand on te dit N-word de maison, on va te décapiter. Viens, on l'invite pour un dîner et on le torture. T'es un sale N-word comme les autres. Vous précisez ça, on l'invite et on le torture, c'est un élu socialiste qui a écrit ça sur Facebook, un élu socialiste de Seine-Saint-Denis, qui j'ai oublié le nom d'ailleurs, contre c'est ballot. Mais j'ai déposé plainte contre lui, donc je vais revenir à sa mémoire rapidement, mais qui avait écrit, il faudrait que tu aies des informations sur lui, on va l'inviter et le torturer, il avait écrit, voilà. Élu socialiste, le mec. Il avait écrit, on va l'inviter, on va le torturer. C'est comme ça que certains socialistes, manifestement, voient le débat démocratique. Mais après, peu importe socialiste, parce que comme tu dis tout le temps, faut pas voir un élu socialiste, faut juste voir un élu. Oui, il faut juste voir un élu, mais quand c'est aussi beaucoup de militants, notamment d'extrême gauche, et qui s'en cachent pas, qui vous envoient des messages avec les termes que vous venez de citer, il y a quand même une forte tendance quand même politique là-dedans. Hein, je veux dire, ce sont pas des personnes de droite qui me traitent de nègre de maison. Hein. Ça n'arrive pas, ça. Ce sont des personnes, généralement, d'extrême gauche. Pas de gauche, je dis pas, mais d'extrême gauche, généralement. Ils te disent quoi, tes parents? Parce que t'es jeune, hein, Tanguy, t'as 21 ans. Hein. Ouais. Donc ça veut dire que quand t'as commencé à t'engager, quand t'as commencé à devenir, entre guillemets, connu, en 2021, t'avais quel âge? J'avais 18 ans à peine. Ah oui, à peine 18 ans. J'ai eu 18 ans en octobre 2021, et ça a commencé au meeting de Zemmour le 5 décembre, en fait. 2021. Ah ouais, en vrai, tu sortais de l'adolescence, quoi. Ah oui. Puis j'ai été le dernier, en plus, à apprendre, entre guillemets, que ça faisait polémique, puisque, pour te raconter un peu, si tu veux... Pendant ce meeting, on me voit, tu as sans doute vu les images, on me voit, parce que le meeting dure longtemps, en plus d'ailleurs c'était atroce, debout, bon bref, passons. J'étais derrière le candidat, alors le hasard a voulu vraiment que je me place là, hein. À la base on m'avait même dit à la base, Tanguy, tu sais, te mettre là-bas c'est risqué, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être te cibler, etc. On me l'avait dit. Là-dessus, ils n'ont pas été traîtres, on m'a prévenu, on m'a dit, il faut que tu fasses attention aux réactions, il y a des gens qui peuvent aussi ensuite te critiquer, mais moi... à l'époque, j'y croyais pas trop. Je me disais franchement, qui va me reprocher de militer pour tel ou tel parti pour ma couleur de peau, quoi. Pour moi, ça me paraissait complètement dingue. Et pourtant. Et donc, j'étais derrière le candidat. J'avais plus de batterie sur mon téléphone à la fin du meeting parce que je fabriquais je sais pas trop quoi. Et c'est en rentrant chez moi en Normandie le soir, en me connectant sur Twitter, que je vois justement, vous avez vu un noir derrière le candidat, machin, etc. Et que je me fâche un peu parce que je n'aimais pas trop qu'on dise ça. Et que j'écris le noir derrière le candidat, c'était moi, machin, etc. Point barre. Et que le lendemain, je reçois donc un coup de téléphone de Cyril Hanouna, j'y croyais pas trop d'ailleurs au début, qui me disent que vous voudriez venir pour qu'on puisse discuter de ça, réagir. Et le soir même, du coup, j'étais ensuite invité. T'as été viré de Reconquête?
Non, et c'est bien que vous puissiez me poser cette question. Non, et Que d'ailleurs... tu puisses me poser cette question. Que tu puisses me poser cette question. Non, et d'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Hein. On n'est pas viré comme ça d'un parti politique. Il n'y a pas quelqu'un qui vous chope par le col et qui vous met comme ça à la porte. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais il y en a qui disent que tu aurais signé un contrat de confidentialité justement pour ne pas dire que tu avais été viré. viré. Je n'avais pas entendu encore, c'est vrai? Oui. Il y a des gens qui disent ça? Oui. Ah, non, parce que j'ai entendu beaucoup de choses à mon sujet, hein, que je m'appelais pas vraiment Tanguy David, que j'étais pas vraiment né au Mali, que j'avais pas vraiment 21 ans, etc. J'ai entendu des tas de trucs. Celle-là, je la connaissais pas encore, mais bon, pourquoi pas. Non, il n'y a pas eu de contrat de confidentialité, il n'y a pas eu de pacte secret sous le manteau non plus. Non, j'ai simplement dit, je ne me retrouve pas dans ce que vous faites. Au revoir. Et pourquoi tu te retrouvais plus? Parce que notamment sur l'islam, je trouve que cet homme-là s'est considérablement radicalisé sur cette position. Moi, j'ai une position sur l'islam qui est très claire et je pense que tu vas me permettre de pouvoir la rappeler. Moi, je considère que l'islam n'est pas un problème. Je considère que le problème, il s'appelle l'islamisme. L'islamisme, c'est une idéologie totalitaire. L'islamisme, c'est ce qui gouverne aujourd'hui, par exemple, en Afghanistan, qui empêche les femmes d'étudier, qui empêche les femmes même maintenant de parler, qui les empêche d'être libres et qui empêche toute forme d'expression, d'opposition, tout ce qu'on veut. C'est ça l'islamisme. L'islamisme en France, ce sont des gens qui ne sont pas des musulmans, qui sont de faux musulmans, mais qui ont parfaitement compris qu'en se faisant passer pour des musulmans, ils réussiraient à détourner la haine vers les musulmans et non pas vers eux. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens encore qui tombent dans ce piège. Et donc, quand un terroriste commet son acte criminel et qu'il dit, qu'il prononce des paroles, etc., ce n'est pas un musulman, c'est un islamiste. Et l'islamiste, il sait très bien ce qu'il fait quand il fait ça. Il sait très bien qu'après, les gens vont dire « Vous avez vu, ce sont des musulmans ». Ce ne sont pas des musulmans qui sont à l'origine de ça, ce sont des islamistes. C'est très différent. Et moi, ma position est la suivante. On doit combattre l'islamisme avec les musulmans parce que les musulmans sont des Français à part entière. Là où les islamistes sont des criminels, des terroristes, des délinquants, tout ce qu'on veut, et qu'il faut combattre. L'islamisme est une idéologie que Marine Le Pen disait elle-même aussi dangereuse que le nazisme, parce que c'est un totalitarisme qui est absolument effrayant. Mais ce n'est pas l'islam, et je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. Et si je soutiens le Rassemblement national, c'est parce que c'est le discours que portent Jordan Bardella et Marine Le Pen. Mais alors il est quoi dans ce cas, Éric Zemmour? Il est stupide ou il est islamophobe? Je n'en sais rien. Je ne sais pas, moi je pense que c'est sa position, il a le droit de la défendre, mais c'est pas la mienne. Mais si c'est pas la tienne, est-ce que tu estimes qu'il est islamophobe, stupide, naïf? Moi, je pense qu'on peut estimer ce qu'on veut. Je pense que naïf... Non, pas naïf, je pense pas. C'est un intellectuel. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même disait qu'Éric Zemmour était un intellectuel à l'époque. Et donc, non, je ne pense pas qu'il soit naïf. C'est quelqu'un d'intelligent quand même. Il sait ce qu'il fait. Je pense que... Est-ce qu'il est islamophobe? Je ne sais pas, non. J'en sais rien. Je pense qu'il est radical, voilà, tout simplement, ou qu'il se trompe. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il se trompe. Il faut combattre l'islamophobie, Tanguy David, dans notre pays, aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut combattre toute forme de haine ou de discrimination. Non, là, je te parle de l'islamophobie. À l'égard, justement, j'allais le dire, de cette religion, à l'égard de toute religion. Pas seulement, il faut combattre l'antisémitisme, il faut combattre la haine des musulmans, il faut combattre l'antichristianisme, il faut combattre tous ceux qui veulent opprimer les religions, tous ceux qui veulent que l'on finalement renonce à cette laïcité qui permet en France de pratiquer et d'exercer librement son culte. Oui, bien sûr, mais alors... La République permet le libre exercice des cultes, y compris pour les musulmans, pour répondre à ta question. Je suis d'accord avec toi, mais je vais me permettre de reprendre un tweet de Rima Hassan que j'ai pas en tête, qui le dit, et elle le dit régulièrement. L'islam en France souffre. Elle le dit, Rima Hassan. Oui, pardon, je pense pas. C'est un peu le punching ball de beaucoup. Non, moi je pense pas que Rima Hassan soit, une référence, surtout pas. Non, non, donc je ne pense pas que ce soit le punching ball. Je crois que c'est comme ça que tu l'as dit, le défouloir, l'islam. Je crois pas. Alors pour certains, oui, il y en a certains qui en font leur sujet. Il y a beaucoup de choses qui sont tolérées envers l'islam au niveau des critiques, au niveau d'insultes, au niveau d'accusations qui ne le seraient pas avec d'autres religions, mais qui seraient pas tolérées avec d'autres religions. Les islamistes ne veulent pas de critique et les musulmans ne sont pas dérangés par la critique de l'islam. Au contraire, si vous critiquez l'islam, un musulman sincère va essayer plutôt de vous expliquer comment fonctionne sa religion. Il va vous dire, écoute, tu te trompes, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Si quelqu'un dit dans notre pays je suis judéophobe, ça fera un scandale. Bah oui. Ce serait de l'antisémitisme. Mais quand quelqu'un dit je suis islamophobe, ça passe. Je n'ai pas vu quelqu'un dire ça, mais si. Véronique Jeuneste, par exemple. Véronique Jeuneste ? Oui, l'actrice, Julie Lescaut. Ah, elle l'a dit plus d'une fois sur le plateau de Touche pas à mon poste, et je l'avais reçu également à l'époque. Je lui avais posé la question, je lui avais demandé si ça la gênait pas de blesser une communauté en affirmant ça. Oui, je pense que c'est problématique. Alors, elle a le droit de le dire, hein, elle a le droit de le dire, manifestement, sinon elle aurait été poursuivie. Mais moi, c'est un propos que je ne tiendrai pas. Voilà.
À titre personnel, je n'ai pas, parce que phobe, ça vient du latin phobus, qui veut dire crainte ou peur, et moi je n'ai pas de phobie ou de peur à l'égard de l'islam ou à l'égard du judaïsme ou du catholicisme. Je veux dire, moi je n'ai pas de peur à l'égard d'une religion. Je veux dire, c'est quelque chose de très privé. Et encore une fois, la République française garantit le libre exercice des cultes, et c'est une chose à laquelle je suis profondément attaché. Donc chacun doit pouvoir exercer librement son culte, sans subir de pression, sans subir de contraintes. Mais par contre, on a le droit de critiquer les religions. On a le droit aussi de s'en moquer, d'ailleurs. T'as une confession, toi, Tanguy David? Oui, que je ne souhaite pas évoquer, mais bien sûr. Ok. Pourquoi? Mais bien sûr. Parce que c'est privé, comme je l'ai dit précédemment. Ok. Mais donc, oui, voilà, absolument. Mais je considère que chacun... Mais pourquoi pour toi c'est privé alors que juste avant, c'est pour comprendre, tu dis qu'on peut critiquer la religion. Oui. Donc sous-entendu, c'est un sujet comme un autre pour toi. Oui, absolument. Mais les gens ont Mais le droit, pas vraiment un sujet comme un autre, vu que les tu gens ont gardes le ta droit confession pour toi. individuellement, bien sûr, de ne pas en parler. D'accord. Voilà. Les gens ont individuellement le droit de ne pas parler de leur confession religieuse. Ils en ont parfaitement le droit. C'est un lien spirituel qu'on a, donc c'est quelque chose d'intéressant de... Mais tu crois en Dieu? Oui, et c'est quelque chose d'important, ce lien spirituel. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont envie de garder ça pour eux, qui ont envie de garder ce lien très personnel finalement. Tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de ta carrière? Alors oui, tu es étudiant en droit à Caen, je le disais en introduction, mais tu t'affirmes quand même en tant que personnalité avec des idées politiques très appuyées. À la fac d'ailleurs, ça a fait au début, ça a fait un effet assez particulier. Hein. Je veux dire, voilà, bon, maintenant ça va un peu mieux. Là, j'ai vu au mois de septembre à la rentrée, il y en a quelques-uns qui vont peut-être se reconnaître, qui n'ont pas encore compris que nous étions à l'université et non pas au lycée, en fait. C'est-à-dire, et même il y a des lycéens qui sont plus matures que ça. Il y en a qui vont, par exemple, griffonner sur des tables à la fac, qui vont griffonner « on veut pas de toi, retourne chez toi » aussi, ça arrive, ou des trucs comme ça. Il y en a qui font ça. On n'est pas là pour ça, quoi. Je veux dire, on est à la fac, je sais pas, on a la vingtaine. Je veux dire, on est capable de ne pas être d'accord sans pour autant être raciste, être extrémiste ou faire ce genre de conneries. Je trouve que c'est un peu ridicule, ça rime à rien. Et donc au début, il y a des gens à la fac, oui, très clairement, qui avaient un problème avec moi. Ce qui, moi, me dérange pas, hein, ça me fait plutôt sourire, même parfois, mais j'ai bien vu qu'il y en a qui avaient du mal avec ma présence. Donc pour ça que je suis à la fac aussi le plus souvent possible. Voilà, parce que c'est les plus gênés qui n'ont qu'à... Voilà, hein, moi, j'ai ma place, il n'y a pas de souci. La politique, le fait d'être devenu un homme médiatique aujourd'hui, ça aide ou pas pour les rencontres avec les filles ou autres, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend. Moi, ça ne m'a pas particulièrement aidé. Enfin, je dirais pas que c'est un plus, en fait, hein, pas spécialement. Mais ça peut, oui, parce que... Alors, ça peut être un désavantage parce que tu peux aussi tomber sur des gens qui sont là par intérêt. Ah bah oui. Même dans des amitiés, hein. Il y a des amis qui ne sont pas de vrais amis, très clairement, qui vont peut-être se reconnaître. Hein. Il y en a qui sont là, et c'est tout le temps. Mais dis-moi, est-ce que tu pourrais me mettre en relation avec machin? Est-ce que tu pourrais me parler, me passer le numéro de machin, etc. Il y en a, ils sont là que pour ça. Il y a des gens, voilà, ils voient avant tout leur intérêt. Ils ne sont pas là pour vous. Donc, voilà, c'est pas forcément un avantage. Il faut trier, les amis. Mais entre les études, il te reste 3 ans d'études. Hein. Ouais. C'est long, hein. C'est long, mais on va le faire. Et la politique, est-ce que tu as le temps pour les rencontres? Est-ce que tu as une copine ou un copain, parce que comme je connais pas la vie des gens, mais oh, ça aurait pas été grave. Non, c'est pas un souci, mais non, c'est pas mon cas. Mais non, et puis franchement, j'y pense pas, quoi. Je veux dire. T'as déjà eu une copine? Oui, mais je veux dire il y a quelques temps maintenant. Mais je veux dire entre les études, le militantisme, ce genre de choses, j'y pense pas. Hein, franchement, c'est pas ma priorité. Mais t'aspires plus tard à te marier, avoir des enfants? Ah oui, bien sûr, oui, avoir une famille nombreuse si possible. Mais bien sûr, évidemment. De quoi tu as envie pour un futur proche, tiens, les 5 années à venir? Les 5 années à venir? Ouais. J'ai envie de voir, pour moi ou pour notre pays? Pour toi. Pour moi? Oui. Moi, j'ai envie de réussir mes études. Donc dans 3 ans déjà, elles sont finies? C'est la première chose, voilà. Ensuite, politiquement, je verrai ce que je fais. Certains m'ont parlé des élections municipales de 2026, d'autres des prochaines élections législatives. Donc pour devenir maire? Oui. Les législatives, ça me paraît être une marche assez haute. Voilà. Alors après, vous me direz, il y en a qui sont députés à 24 ans, d'autres à 22. Louis Boyard à 21. Ouais. Donc voilà, il y a Anna de Mansouri aussi, qui est députée, excellente députée de l'Union des droites pour la République, parti d'Éric Ciotti. Bon, voilà, qui est aussi très jeune, et encore étudiante aussi au passage en même temps. Donc voilà, il y en a qui sont très jeunes, mais c'est pas une ambition débordante. Hein. Voilà, je me vois pas devenir député comme ça. Tout dans ma circonscription, c'est Elisabeth Borne. Donc il faut... alors ce sera un défi intéressant, mais c'est pas à l'ordre du jour, disons. Voilà, on verra. Merci Tanguy David. Merci à vous. Pour cette interview, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Tanguy David officiel, _. Absolument.
Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Prenez soin de vous. Bye bye.